Il fut un temps où la mer était pleine, pleine de vie, pleine de mystères, pleine de promesses. Nos anciens racontent des histoires de poissons si gros qu'il fallait 2 hommes pour les porter. De fonds marins bruissants de langoustes, de dauphins qui suivaient les barques, curieux. Aujourd'hui, ces histoires sonnent comme des légendes, mais elles étaient vraies. Ce que nous appelons naturel, ce que nous pensons normal, n'est souvent que l'ombre de ce qui a été. À force d'oublier, nous finissons par croire que ce vide a toujours été là, qu'un océan silencieux est un océan vivant. Mais l'océan se souvient. Et nous, que reste-t-il de cette mémoire ? Voici l'histoire d'un oubli collectif, d'un piège invisible et d'un combat pour se souvenir avant qu'il ne soit trop tard. Chaque génération naît dans un monde qu'elle croit intact. Elle croit que ce qu'elle voit est la norme, et elle oublie ce qu'il y avait avant. C'est ça, le shifting baseline. J'ai proposé un concept qui a eu beaucoup de succès. En anglais, c'est shifting baseline. En français, ça pourrait être la dérive des points de référence. En réalité, c'est un syndrome, parce qu'il nous affecte tous et toutes, parce qu'on est un peu amnésique, parce que notre mémoire ne peut pas tout stocker. Le syndrome d'une amnésie évolutive. Un biais de mémoire qui nous fait croire que le présent est normal, même s'il est infiniment plus pauvre que par le passé. Dans les années 1950, les pêcheurs attrapaient des mérous d'1,50 m. Aujourd'hui, 50 cm. C'est pas bien gros. Bon, c'est quand même pas énorme. J'ai un collègue anglais qui l'a demandé à une de ses étudiantes en doctorat de faire sa thèse dessus. Et elle a interviewé des vieux pêcheurs de 60 ans, des pêcheurs de 40 ans, des pêcheurs de 20 ans. Et elle a remarqué que les vieux se souvenaient d'une diversité incroyable, ceux de 40 ans d'une diversité pas mal, les jeunes, ils ne savaient que très peu sur les poissons parce qu'ils en avaient très peu. Chaque génération, en matière d'état de la nature, prend pour référence l'état de la nature au moment où elle est née. Nous, par exemple, dans notre enfance, on a connu les insectes sur les pare-brises à la campagne en voiture, il y en avait beaucoup. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc on s'aperçoit qu'il y a eu un changement. La génération suivante, qui va naître aujourd'hui, qui n'aura jamais connu ça, ne s'apercevra pas de l'absence des insectes parce qu'elle n'a jamais connu leur présence. Et c'est comme ça qu'au fil des générations, on oublie l'état dans lequel devrait être la nature parce qu'on ne connaît que ce qu'on a vu nous-mêmes. La ligne de base, celle qui sert à dire « voilà à quoi l'océan devrait ressembler », elle s'efface, et avec elle, notre capacité à agir. Comment protéger ce qu'on n'imagine pas avoir perdu ? Mais certains s'en souviennent encore, et à travers leurs récits, la mémoire refait surface. Fais une pause, laisse-le couler, tu retires, vas-y. Ouais. Tu peux donner des à-coups, histoire de travailler ton leurre un peu. Tu moulines, tu laisses couler, tu moulines. Tu nous as à peu près quelle taille le plus gros poisson que tu as attrapé en mer? Oh ben, c'est celui sur la plage, le maigre. Ah. C'était en 2004, donc ça date pas d'aujourd'hui. Il faisait 11 kg 400, 1,10 m. Mais c'est rare et je pense que ça m'arrivera qu'une fois dans ma vie. C'était autrefois, ça. Une jeune personne, entre 15 et 20 ans, elle va se faire une opinion sur ce qui se passe autour d'elle. Qu'est-ce qu'il y a qui structure la vie et qui structure la nature. Par contre, la perte antécédente de nos parents, la perte de grands-parents, elle n'est pas perçue de la même façon parce que ce sont des histoires qu'on nous raconte ou des trucs qu'on lit. Donc, on ne va pas y croire. On croit vraiment au changement qui a lieu au cours de sa propre vie. Donc, le point de référence qu'on établit pendant sa jeunesse, c'est le seul qui est vraiment valable pour soi-même. Et donc, il y a une dérive graduelle d'une génération à l'autre. Cette perte n'est pas ressentie parce que c'est une perte théorique pour la nouvelle génération. C'est les vieux qui racontent des histoires. Moi, mon père, il m'a amené plus loin. Du coup, on pêchait, on traversait le courant du Ché. Mais il ramenait toujours
toujours un turbo, une sole à manger, des choses comme ça. Et on trouvait plein de plus de sable. Ça sautait de tous les côtés ici, partout, il y en avait. Et là, ça fait 30 ans que je reviens sur la plage, jamais je retrouve des plus de sable, nulle part. On trouvait des coques aussi, et, comme au port. Des coques, on n'en trouve plus. Là, ça change. Si aujourd'hui, un enfant qui a grandi, je sais pas, sur la côte basque, ou même sur les côtes bretonnes, ou dans les petites flaques d'eau, on voit quasiment plus rien, en fait. Il n'y a même plus les petites crevettes, il n'y a quasiment plus rien. Et qu'on remettait l'abondance d'organismes marins qu'il y avait dans les années 40, non mais ça générerait vraiment un sentiment de panique. Il y aurait un truc un peu monstrueux comme ça qui se passe. Donc voilà, c'est ça le syndrome. Contrairement à ce que certains disent, qu'il y a toujours des truites dans les Pyrénées. En quelques heures, certains pêcheurs ont réussi à empêcher une vingtaine chacun d'une bonne ouverture. Quand on voit les saumons, par exemple, avant tous les barrages et la surpêche des saumons, qui a commencé assez tôt, qui a commencé vers 1500, il y avait entre 1000 et 10 000 fois plus de saumons qu'aujourd'hui dans nos rivières. L'abondance de ces remontées de saumons qui nourrissaient même les arbres, les cernes du bois des arbres étaient plus épaisses les années où il remontait plus de saumons, tellement ça apportait de nutriments, cette abondance des saumons. Il y avait des ouvriers agricoles jusqu'au XVIIIe siècle qui se mettaient en grève pour pas qu'on leur serve trop de saumons. On a totalement oublié ça. La pêche dans les lacs, la pêche en rivière. J'ai vu énormément de changements par rapport à quand j'étais petit. Puisque même si tu écoutes les anciens, les grands-pères, qui te disaient par exemple au Gave à Péroade, où c'était la fête du saumon, ils pêchaient énormément de saumon. Il y avait une période. Ils pêchaient énormément de saumon et la truite aussi. Et tous ces poissons-là, c'est très rare maintenant. Bon, la truite, n'en parlons pas, c'est très rare. Le saumon, il n'y en a plus. Et il y a des espèces qui disparaissent en fait. Voilà. C'est bien dommage. Quand on fait l'effort de mémoire, on se dit mais c'est vrai que c'était pas comme ça avant. C'est vrai qu'il y avait des insectes sur mon pare-brise. C'est vrai qu'il y avait des petits chardonnerets dans mon jardin. Pourquoi il n'y a plus de chardonnerets, etc. On oublie progressivement ce qui a fait notre référence quand on était jeune. Par exemple, le fait qu'il y avait, moi quand j'étais jeune, il y avait des gardons partout, il y avait des carpes, il y avait, j'attrapais plein de sauterelles pour aller pêcher, il y avait des insectes partout, et ça me paraissait incroyablement abondant. On marchait dans les herbes et ça sautait de partout. Et ça, c'est juste ma baseline à moi, mon référentiel, c'est les années 80. Le drame de l'océan, c'est que la destruction, elle est invisible, au sens propre. Elle se déroule sous l'océan, sous la mer. Pendant très longtemps, ça a été vraiment inaccessible, en fait. Les premières images vraiment sous-marines avec des scaphandres autonomes, elles datent des années 40. Ça a été en Grèce avec Hans Haas, qui est parti avec une expédition nazie, filmé sous l'eau. Et en fait, on a des premières images comme ça, en noir et blanc, de ce qu'étaient les fonds marins en Grèce. Mais c'est dingue ce qu'étaient les fonds marins en Grèce dans les années 40. Alors là, on voit effectivement des raies absolument énormes, qui sont des espèces qui étaient très présentes à l'époque. Ça nous montre vraiment un témoignage intéressant parce que c'est des poissons dont on ne sait même plus qu'ils étaient présents en Méditerranée, en mer Égée. On a des raies de certaines espèces qui, sur nos guides, nos livres d'aujourd'hui, ne sont plus marquées comme étant une aire de répartition en Méditerranée. On commence à apercevoir des grands requins. On voit plein d'ailerons à la surface, c'est impressionnant. En mer Égée aujourd'hui, des grands requins, ça n'arrive tout simplement plus. Il fut un temps où les humains, quand ils regardaient à l'horizon, quand ils prenaient un navire et qu'ils partaient, même sur une petite embarcation, il y avait des dauphins et des baleines à perte de vue. On a tellement détruit. I'm going to speak about a tiny little idea, and this is about shifting baseline. Il y a une quinzaine d'années, j'étais sur un bateau
Dans les îles Galapagos, il y avait toute une série d'acteurs. Je me souviens, il y avait DiCaprio et puis Glenn Close et autres. Et dans le public, il y avait des bailleurs de fonds pour soutenir les ONG. Et les scientifiques étaient là pour le spectacle. Alors on a fait un petit spectacle et les conférences qu'on a faites sont devenues des TED Talks. I was there in 71 studying a little lagoon in West Africa. The lagoon was surrounded by palm trees, as you can see, and a few mangrove. And it had tilapia about 20 centimeters. And I went there 27 years later. The fish had shrunk to half of their size. They were maturing at 5 centimeters. They had been pushed genetically. They were still fishes. They were still kind of happy. Nothing has changed, but everything has changed. Cette amnésie écologique, elle influence notre perception de la santé des océans, des rivières, de la nature autour de nous, parce que chaque génération ne voit et ne se rend compte que des destructions qui ont eu lieu au cours de sa vie, et pas de toutes les destructions qui ont eu lieu auparavant. We transform the world, but we don't remember it. We adjust our baseline and to the new level, and we don't recall what was there. And we think this is the baseline. Pendant des millénaires, l'humanité, elle a vécu en harmonie avec l'océan et en se nourrissant, en pêchant, en prélevant des ressources dans l'océan sans pour autant l'affecter. Avant, les populations marines, elles étaient inaccessibles. Par contre, dès qu'on a pu construire des bateaux qui utilisaient non pas le vent ou des rames, mais qui utilisaient des carburants fossiles, on pouvait exploiter les stocks de poissons larges avec une puissance telle que ne pouvait pas résister. L'utilisation de pétrole donne à la pêche une puissance qu'on n'avait jamais vue dans la prédation, dans l'évolution des espèces sur la Terre. Dans les années 80, une nouvelle ère a commencé, celle de la pêche industrielle. Des filets de la taille de stades de foot, des chaînes d'1 kilomètre raclant les fonds, des sonars qui traquent la moindre trace de vie. Les bateaux ne s'arrêtent jamais. Ils pêchent jusqu'à l'épuisement, puis se déplacent. On appelle ça du rendement, mais ce n'est que la disparition inexorable des espèces marines. Mais à force de raser, il n'y a plus rien à voir. Et ce vide devient notre nouvelle norme. La pêche industrielle, c'est une spéculation financière sur des ressources vivantes, gratuites et accessibles collectivement. Ils n'ont plus qu'à aller les cueillir. Donc c'est une activité de cueillette avec des moyens militaires, technologiques, de guerre. On a mené la guerre contre les poissons et bien sûr on a gagné. On utilise contre eux des armes qu'on a développées pour combattre les sous-marins allemands. Les méthodes de détection qu'on utilise, ce sont des méthodes qui ont été développées pour faire la guerre. La logique des pêches industrielles, c'est ce qu'on appelle en général boom and bust. Ils arrivent quelque part, ils prennent tout ce qui est disponible, parce que ça, c'est le meilleur retour sur investissement capitalistique. Mais donc, c'est vraiment une logique qui est à l'inverse de la durabilité. Des techniques de pêche destructrices comme le chalutage profond, ça revient à raser une forêt millénaire pour attraper un écureuil. C'est-à-dire que pour une toute petite partie des prises qu'on va valoriser, qu'on va consommer, on va détruire un très grand nombre d'organismes vivants. On va de plus en plus profondément. Les flottes de pêche s'enfoncent. Avant, c'était 50 mètres, ensuite 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 600 mètres, 1000 mètres, 2000 mètres. On va aller chercher les poissons jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Les biomasses, c'est-à-dire la quantité en poids de poissons dans les zones côtières, elle a été réduite de 80%. Et les gros poissons, qui sont au sommet des chaînes alimentaires, 90% et peut-être même plus, sont éliminés. C'était le dernier continent qu'on n'avait pas conquis. On a pu envahir les océans. C'est-à-dire on est en train de le désertifier. On enlève la faune originale et on la remplace par une faune de remplacement, c'est-à-dire des poissons plus petits ou rien du tout. On se retrouve avec de la bouillie, des endroits qui sont devenus des zones mortes, alors que dans les années 60, il n'y avait pas de zone morte. Aujourd'hui, on a plus de 400 zones mortes où il n'y a pas d'oxygène dans l'eau. Il n'y a plus rien qui vit.
En mer du Nord, on a pris plus de 99,2% des poissons qui font plus de 16 kilos. Tous les grands poissons ont disparu. Par rapport à il y a 100 ans, c'est fini en fait. On a vidé tout. On s'habitue au vide autour de nous. On s'habitue à la dégradation de l'environnement. On s'habitue à des choses auxquelles on ne devrait pas s'habituer. On s'habitue à la pollution. À Pékin, il est devenu habituel de dépolluer l'air dans sa propre maison. On s'est habitué à ce que l'ensemble des rivières de France soient polluées. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec du plastique partout dans l'océan. On se retrouve avec des PFAS dans la plupart des cours d'eau, dans notre alimentation, dans l'eau du robinet. Donc on s'est habitué à cette dégradation, y compris de notre santé. On s'habitue à vivre dans un environnement qui est silencieux, dégradé, vidé, pollué, mauvais pour nous, mauvais pour notre santé, mauvais pour nos enfants, et pas tenable. Juste pas tenable. On a vraiment du mal à prendre conscience des pertes. C'est compliqué. C'est compliqué pour des raisons purement neurologiques. Nos cerveaux sont archaïques, paléontologiques, j'ai envie de dire, alors qu'il faudrait qu'on ait des réflexes d'humains modernes. Et la modernité au sens noble, au sens de la capacité vraiment de mobiliser nos capacités cérébrales pour comprendre les quantifications, croire la science, agir sur justement ce que fait la science pour nous, c'est-à-dire de décrire des phénomènes qui sont justement diffus parce qu'ils sont globaux. C'est un piège mental. On croit que c'est normal parce qu'on ne sait plus ce que c'était avant. Et si les enfants grandissent sans savoir, alors, pour eux, ce sera normal. Une mer vide, des plages sans coquillages, un silence liquide. Mais connaître le piège, c'est déjà commencer à en sortir. Dans ce livre de Holder, un des pionniers de l'ichthyologie, on voit des raies pochetaux, des flétans, des congres absolument gigantesques. La raie pochetaux, que c'est un poisson quasiment disparu, qui n'existe pas, à l'époque, c'était courant. Et ça, c'était en Angleterre, en Grande-Bretagne. Donc chaque témoin va raconter ce qu'il a connu. C'est une peinture d'un peintre flamand. Ça date des années 1620. Ça représente l'étal d'un poissonnier à l'époque. Il y a des espèces telles que le marsouin commun qui, à l'époque, était consommé. Un marsouin, c'est le porc de la mer, qui aujourd'hui a quasiment disparu de nos côtes. Les anguilles, alors ça, c'est très intéressant. Jusque dans les années 70, les anguilles, c'était la moitié de la biomasse de poissons d'eau douce. Ça veut dire un poisson sur deux dans nos rivières, c'était une anguille. Et à cause de la surpêche et des barrages, les anguilles aujourd'hui ont diminué de 90%. Il y a aussi une grande différence dans la taille des poissons. Un grondin là, qui est gigantesque, même le mulet, il est monstrueux, des turbos énormes. Les cabillots sont énormes aujourd'hui. Ils ont considérablement rétréci parce qu'à force de les pêcher, les plus gros reproducteurs disparaissent avant les autres. Ils n'ont pas le temps de transmettre leurs gènes et les poissons sont de plus en plus petits en moyenne. Une fois qu'on a compris qu'on avait tous ce syndrome-là, alors on peut comprendre l'effort qu'on doit faire pour se reconnecter à la réalité du monde avant qu'on ne le détruise. Une fois qu'on a compris ça, on est capable de se reconnecter à nos émotions. On est capable de regarder un paysage en pensant à tous les fantômes du passé. On pourrait regarder un paysage en le repeuplant par notre imagination. Préserver cette mémoire, c'est un moyen très important de lutter contre ces destructions aujourd'hui, parce que si on ne sait pas dans quel état devait être l'océan normalement, avant le chalutage industriel par exemple, eh bien on n'a aucun moyen de se rendre compte qu'une espèce qui aujourd'hui est peut-être très rare, devrait en fait être très abondante. Par exemple, le film Jurassic Park m'a
énormément marqué, mais je pense qu'il nous a tous marqués, parce que finalement, il a projeté dans nos paysages des dinosaures partout. Mais je pense qu'on a tous changé à ce moment-là. Ça nous dit, voilà, ça, c'était le monde il y a 65 millions d'années. Ça, c'était le monde au Crétacé. C'était comme ça. Et je peux me le représenter d'autant plus facilement que la fiction m'a facilité le travail. Le cinéma est très important. Quand j'ai fait mon TED Talk, le film Avatar venait de sortir. Donc, et j'avais proposé que Cameron, quand il ferait Avatar 2, devrait représenter la mer pour qu'on se fasse une idée de la beauté des fonds marins et tout. Et tu as vu Avatar 2? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté, hein? Parce que elle est... Voilà. Donc c'est rigolo. Globalement, ce que font les documents, que ce soit de la fiction, de la non-fiction, du documentaire, des images, des reproductions artistiques, des tableaux, des récits de la poésie, tout ça, ce que ça fait, c'est que ça nous éveille, ça nous réveille. Ça nous réveille vraiment à ce qu'était le monde avant, à ce qu'il pourrait redevenir si on était un tout petit peu sensé. D'où l'importance de l'éducation, d'où le rôle fondamental de l'école publique, de toute forme d'éducation, de transmission, c'est de permettre de réancrer les humains dans une démarche de connaissance, parce qu'à partir des connaissances, on va pouvoir nourrir nos émotions. À partir de la présence, en effet, s'imaginer tous les dauphins, tous les poissons, tous les petits hippocampes, les millions d'hippocampes qu'il y a dans les herbiers, même si on ne voit pas d'hippocampes. Moi, je passe mon temps à chercher des petits hippocampes. Quand il y a 3 herbes au bord de l'eau, je regarde si je vais avoir de la chance. Non, je ne les vois pas, les hippocampes. Mais je sais qu'ils sont là. C'est à ça que ça sert, l'éducation. C'est à ça que servent les connaissances. D'où l'importance fondamentale en toute chose. Et d'autant plus aujourd'hui, avec la poussée autoritaire et fasciste dans le monde, de se réancrer dans l'éducation et la connaissance. Se souvenir, c'est résister à l'effacement. On dit que ce qui est perdu ne revient jamais, mais l'océan sait guérir, à une condition, qu'on le laisse respirer. Dans certaines zones, on a dit stop. Pas de chalut, pas de pêche industrielle, juste du temps. Les solutions, on les connaît depuis longtemps, parce que certains peuples et régions de pêche traditionnelles les appliquent depuis longtemps, et ça marche. C'est notamment de préserver certaines zones dans l'océan. Aujourd'hui, il y a des poches comme ça, d'endroits qui sont assez préservés. Alors, préservés par rapport à des endroits très dégradés à côté, qui nous permettent de voir que si on protège l'environnement, ça marche. C'est une sorte de machine à voyager dans le temps. On recrée, dans une aire marine protégée, si elle est bien protégée, on recrée ce qu'on avait avant. En très peu de temps, la biomasse explose. En fait, on se retrouve avec 5 à 7 fois plus de poissons en 5 à 7 ans. C'est indispensable de créer des aires marines protégées qui soient vraiment protégées, c'est-à-dire protégées de toutes les méthodes de pêche destructives, non sélectives. Les aires marines protégées, c'est en fait la seule lueur d'espoir dans tout ça. C'est qu'on se dit, mais il n'y a pas de fatalité. La fatalité aujourd'hui, c'est l'inaction des politiques. On ne doit plus tolérer des méthodes de pêche destructrices. Changer la loi, changer les pratiques, changer la norme. Et changer notre perception. Réapprendre ce que veut dire abondance. Retrouver l'émerveillement, l'exigence. L'océan a une mémoire longue. Et s'il n'est pas trop tard, alors c'est à nous d'en être les gardiens. L'océan n'a pas besoin de nous pour exister. Mais il a besoin de nous pour être aimé et protégé. Chaque geste compte. Chaque souvenir transmis. Chaque combat mené. C'est ainsi que l'on restaure un monde. Un rêve. Une réalité. Rien n'est vraiment perdu tant qu'on s'en souvient.